Bien, merci. Alors le titre de notre communication, c'est donc la coopération Nord-Sud comme stratégie de formation d'enseignants aux questions vives liées au rapport école-société. Nous allons essayer de la faire à deux voix. Voilà, donc bonjour, François Plazy, je suis maître formateur à l'UFM de Grenoble et chargé de mission sur l'éducation au développement durable. Et donc Caroline Schreiber, je suis maître de conférence en psychologie à l'UFM et dans la vraie vie, je suis aussi thérapeute systémique. Alors, en quelques mots, on va vous donner les intentions qu'il y avait derrière ce projet de coopération éducative, donc qui concernait en fait un échange professionnel, un échange de pratiques professionnelles entre des étudiants de l'UFM de Grenoble et des stagiaires de l'équivalent au Sénégal qui s'appelle le CRFPE, le Centre régional de formation professionnelle des métiers de l'éducation, qui se trouve à Tambacounda dans le Sénégal oriental. Donc ce projet, en fait, il est basé sur la coopération éducative comme moyen et pas comme fin, si ce n'est le fait de découvrir une autre culture. Et ce moyen, on le considère comme pertinent pour essayer de décentrer nos étudiants par la confrontation de représentations qui permet justement de se réinterroger sur nos propres pratiques et missions éducatives, guidées souvent à notre insu par nos habitus culturels. Ce projet, il vise principalement à se questionner sur la légitimité et la capacité de l'école à s'emparer et à se positionner par rapport à des questions socialement vives et comme vecteur de transformation sociale, afin de prendre conscience justement de la complexité de ce rapport entre l'école et la société et que les enseignants réfléchissent au positionnement éthique sur lesquels ils doivent se positionner au cours de leur fonction ultérieure. Voilà. Donc j'en viens au cadre qui légitime et sur lequel repose notre projet. Donc on se repose déjà sur une légitimité institutionnelle, puisqu'on se réfère au cadre de l'éducation au développement et à la solidarité internationale, comme le prescrit le ministère dans un certain nombre de circulaires inscrites au BO. Et puis au cadre de l'éducation au développement durable. Et je rappelle que dans la dernière mouture du plan de généralisation à l'EDD, il est mentionné que l'EDD participe à une mutation de fond de la société française. Donc on s'est dit banco. Donc légitimité politique maintenant de ce projet de formation. Alors on peut dire qu'on se réfère à plusieurs types de réflexions, notamment sur la mission fondatrice de l'école et de l'éducation, avec toujours cette tension entre intégration dans la société et transformation de la société. Sur les valeurs transmises par l'école, avec à nouveau une tension dans ce monde multiculturel entre principe d'universalité d'une part et d'autre part jeu sur et prise en compte des spécificités socio-culturelles. D'autre part encore sur les fondamentaux de l'éducation développement durable, puisque celle-ci introduit au sein de l'école une pensée non seulement critique, mais aussi complexe, et permet et invite à travailler sur la confrontation de valeurs. Enfin, on se réfère aussi au domaine des questions socialement vives, donc on dira plusieurs fois QSV, et notamment en se référant à Le Gardez et Simoneau, qui affirment que l'école n'est pas en apesanteur sociale. Voilà donc le cadre à partir duquel on travaille. Alors au niveau de la mise en œuvre, on a voulu établir une stratégie qui vise à impliquer, à responsabiliser nos étudiants. Alors pour ce qui est de leur implication, on a essayé de se baser sur un engagement, comme on dit, librement consenti. On fait référence à Joulet-Beauvois à ce niveau-là. Pourquoi donc un engagement librement consenti? Puisque déjà c'est un module facultatif, donc ils n'avaient pas obligation à s'impliquer dans ce cadre-là. Le nombre de places était limité. Et ils avaient libre choix des thèmes de travail à partir du moment où c'était des questions vives et qu'elles se référaient à la continuité du partenariat antérieur, puisqu'en fait, en cette année où on l'a réengagé en 2011, il y avait déjà eu des précédents avec nos partenaires. Voilà. La responsabilisation, par une démarche de projet, donc les étudiants ont eu avec nous à assurer le montage financier, à se répartir en commissions pour permettre la vie quotidienne lors du séjour, comptabilité, santé, etc. Et ils ont eu à s'impliquer aussi
à 2 niveaux pour finaliser le travail. Déjà par la réalisation de séances en classe avec leur binôme sénégalais, puisque ça c'était quand même un élément clé du projet. On allait faire classe à 2 voix au Sénégal, et aussi donc par la réalisation de restitutions auprès de financeurs et partenaires. Donc vous verrez tout à l'heure, on l'évoquera. Et finalement, on s'est aperçu que cette formation, elle fonctionnait en double piste. Déjà parce que ces questions vives, elles permettaient de faire travailler nos étudiants sur des problématiques liées au développement durable. Donc l'EDD, pour eux, était à ce niveau-là perçu, et puis effectivement une finalité pour eux. Mais d'autre part, on visait plus largement à les faire travailler sur leur pratique professionnelle, et dans ce cas-là, le développement durable, finalement, ne consistait qu'en un prétexte pour leur permettre de problématiser leur posture professionnelle, travailler sur l'éthique et les finalités du métier, comme on l'a déjà évoqué. Bien, on va vous présenter très rapidement le projet. Donc là, c'est un projet qui a commencé l'année dernière et qui n'est pas encore terminé. La phase 5 aura lieu en avril. Donc il y a 5 étapes. Très rapidement, bien sûr, une étape de préparation de novembre à mai, avant le voyage au Sénégal. Donc en relançant le partenariat avec l'inspection académique de Tambacounda, en constituant un groupe d'étudiants. Ce groupe d'étudiants, en fait, il y a 17 jeunes qui se sont engagés, dont un homme et 16 femmes. Les étudiants ont donc choisi librement les thèmes de projet, donc les questions vives qu'ils voulaient traiter dans le projet. Donc là, les 3 questions vives que nous avons traitées, c'est le problème des migrations et de la diversité culturelle, aussi bien en France qu'au Sénégal, le problème des droits et statuts de l'enfant, et la question du genre et de la sexualité. Donc je vous passe sur la préparation qui a duré longtemps, qui a coûté cher, avec bien sûr du temps de préparation interculturelle avant de partir. Et donc nous sommes partis le 17 mai jusqu'au 31 mai au Sénégal. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu notre périple, là-haut. On a fait à peu près 2000 kilomètres. On est allé bien sûr dans des universités à Dakar et à Saint-Louis. On est allé aussi dans une école freinée à Dagana, donc dans le nord du Sénégal. Il a fallu quand même aller au Sénégal pour que nos étudiants français puissent voir enfin une école freinée. Et nous avons passé plusieurs jours au CRFPE, donc de Tambacounda, pour travailler en particulier en binôme, c'est-à-dire des Français, des jeunes Français et des jeunes Sénégalais qui travaillaient ensemble pour monter des séances pédagogiques et travailler en pratique accompagnée dans des classes d'application. On est allé aussi voir des cours spéciaux faits par des enseignantes de la SCOFI. Alors la SCOFI, c'est une association pour la scolarisation des filles dans tout le Sénégal. Et puis bien sûr, tous les soirs, on finissait sous l'arbre à palabres, à 80, 100 personnes, pour travailler ces questions vives aussi plus largement qu'avec les inspecteurs et les formateurs. Alors maintenant, on en vient à quelques exemples de travaux réalisés en classe, donc encore une fois à 2 voix. Donc les séances étaient conçues en binôme. Hein. Donc sur l'axe des migrations, exemple d'une séance, objectif réinterroger les clichés des représentations sur le nord et sur le sud. Et au niveau de la mise en œuvre, donc les 2 étudiants, français et sénégalais, se sont appuyés sur des petits jeux de photos. Donc ils avaient des photos contrastées sur le monde rural au Sénégal, sur les grandes villes au Sénégal, et puis sur les grandes villes en France. Et donc là, voilà, vous avez ici les 2 photos qui étaient choisies pour présenter donc les grandes villes en France. Et quel constat on peut faire? Donc ce genre de travail a permis une prise de conscience par les élèves de réalités plus nuancées et surtout plus complexifiées. Il y a eu aussi, on pense, une prise de conscience des similarités nord-sud sur les difficultés socio-économiques. Et il y a eu aussi une prise de conscience sur les interdépendances nord-sud liées justement au phénomène des migrations. Sur l'axe droit de l'enfant, encore un exemple de travail en classe. Objectif, faire prendre conscience aux élèves de leurs droits et des raisons pour lesquelles ils existent. Et là, la mise en œuvre, elle s'appuyait sur un ouvrage de littérature jeunesse que nos étudiants avaient choisi préalablement avant de partir. Donc cet ouvrage, Je serai 3 milliards d'enfants. Dans cet ouvrage, on peut lire « Chaque enfant a le droit que son pays lui offre l'école, les cahiers, les livres, l'écoute attentive. Oui, les adultes aussi doivent écouter les enfants. » Alors, ce travail-là
a fait soulever quand même un certain nombre de problèmes ou de difficultés avec nos partenaires sénégalais, puisqu'on s'est questionné ensemble sur le fait, sur ces différentes questions. Peut-on faire connaître aux élèves un droit que l'on ne peut pas honorer pour des raisons économiques ? Peut-on faire connaître aux élèves un droit qui peut entrer en contradiction avec des habitus culturels ou des traditions ? Ainsi, l'expression de l'enfant n'est pas forcément un droit facilement reconnu dans une société très patriarcale. Le châtiment reste toléré dans les faits, même si au niveau légal, il ne l'est pas. Et enfin, la question qui est venue entre nous, sous l'arbre à palabre le soir, c'était finalement ces droits de l'homme dits universels. Est-ce qu'ils ne sont pas l'émanation de l'impérialisme des valeurs occidentales ? On nous a renvoyé aussi qu'il y avait une charte africaine des droits de l'homme, une charte africaine des droits de l'enfant, et qu'on y introduisait les devoirs, et que nous, on avait peut-être oublié ça aussi. Donc, voilà. Enfin, un dernier petit exemple sur l'axe genre et sexualité, et l'axe égalité homme-femme. Donc, en classe, on a voulu travailler avec les étudiants français et sénégalais en se servant des comparaisons interculturelles pour en fait faire ressortir que c'était la culture qui désignait les rôles, que les rôles étaient bien sociaux. Donc c'était assez simple, on prenait par exemple pour la couture, au Sénégal c'est plutôt les hommes qui font la couture, en France c'est plutôt les femmes qui font la couture, et puis comme ça on a décliné des rôles, l'éducation des enfants, la cuisine, la dot aussi. Et donc on a un peu comparé comme ça avec les élèves, on a fait un tableau, vous voyez un petit peu là, un tableau de comparaison interculturelle sur différents rôles. La conclusion étant assez simple à tirer, et donc devant être normalement la trace écrite finale du travail qui était, vous l'avez ici en petit, les hommes et les femmes sont capables de faire les mêmes activités. Donc cette conclusion, elle a été tirée par les élèves, par l'inspecteur qui était avec nous, qui travaillait, par les étudiants. Mais, petit souci, il n'a pas fallu la faire écrire dans le vrai cahier. Il a fallu la faire écrire dans le cahier de brouillon. Donc ça dénotait quand même un petit décalage, on va dire. Autre petit décalage sur ce travail que nous avons été amenés à mener, c'est sur le fait de l'égalité. En fait, nous, on pensait que le genre et l'égalité étaient quelque chose qu'on pouvait discuter facilement. Et en fait, on s'est rendu compte que non, puisque l'égalité, même si on utilise dans les deux cas le concept de genre, l'égalité n'est pas du tout revendiquée sur le plan de la vie privée, et uniquement revendiquée sur le plan de l'espace public. Donc ça nous a permis de discuter aussi, de confronter un petit peu ce qu'on mettait derrière le terme de genre. Et donc, bien sûr, en rentrant de ces 15 jours au Sénégal, on a passé plusieurs mois à travailler avec les étudiants sur des bilans réflexifs, individuels, collectifs, à faire des panneaux pédagogiques et à faire énormément de travail de restitution publique auprès des partenaires, auprès de... donc, par exemple, hier soir, il y avait une soirée où on n'a pas pu assister à cause de vous, sur le campus, pour faire justement une restitution aux étudiants du campus de ce projet. Il y a eu aussi des rencontres sur la confrontation nord-sud avec un spectacle, un fou noir parmi les blancs, et nous on était des fous blancs parmi les noirs. Et voilà, ça a permis de travailler un petit peu sur ces confrontations. Le projet s'est aussi développé dans une 4e phase par la transposition ici en formation. Il se trouve qu'on a eu l'opportunité d'inscrire dans le cadre du Master 2 enseignement premier degré un module appelé Éducation sans frontières, dans lequel, sur les 20 étudiants présents, on avait 11 étudiants qui avaient participé au mois de mai précédent au voyage, sachant donc que ce module s'est réalisé en octobre là. Donc ce module, il visait à mettre en place des rencontres avec des enseignants qui travaillent dans des situations un peu spécifiques, justement en intégrant une diversité culturelle et une diversité sociale, et aussi liées à des obstacles de langue, par exemple, donc des enseignants REP, des enseignants ENA. ENA, ça veut dire qui s'occupent des enfants nouvellement arrivés en France. On a eu des échanges aussi avec des associations complémentaires à l'enseignement public qui travaillent aussi dans ce domaine, avec des collectifs militants aussi qui sont venus voir et échanger avec nos étudiants. Et puis on a travaillé surtout à partir de situations problèmes, et on a alimenté ces situations problèmes, donc des vies de classe liées à la gestion de cette diversité culturelle. On a alimenté ça par la lecture et la mise en débat de textes réflexifs, dont on avait une dizaine de textes qui ont permis à nos étudiants de prendre un petit peu du recul. Et puis,
il s'est invité une situation, problème assez inattendu dans ce module. Hein. Une étudiante voilée a participé à ce module. Alors, ça nous a intrigués, ça nous a même un peu dérangés. Et puis, il y a un moment même où on s'est dit, dans un module éducation sur la diversité culturelle dans le cadre de l'école publique, c'est quand même un sujet dont il faut qu'on parle. Donc, comme le temps nous est compté, si vous voulez, vous pourrez poser une question pour savoir comment on s'est tiré de cette petite aventure. Et tiens, encore ça. Ah oui. Toujours à moi. Donc, sur la réciprocité des échanges, donc phase 5, et donc ça, on est en cours de préparation de cette phase, c'est-à-dire que c'est très bien d'aller au Sénégal, de faire un voyage d'études, d'aller voir dans les classes et mettre en place des séances à deux voix, mais c'est encore mieux si on fait la même chose en retour. Donc là, à l'heure actuelle, on est en train de préparer l'accueil d'une délégation de nos partenaires, donc il y aura 10 membres là, qui viendront, avec 5 formateurs ou cadres de l'éducation nationale et puis membres de l'association SCOFI, et puis 5 jeunes qui sont soit des stagiaires, soit des nouveaux titulaires. Voilà. Et avec eux, on fera un peu comme ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a vécu nous au Sénégal. On rencontrera des associations qui sont partenaires sur ces 3 thématiques. On ira en classe, voir des séances liées à ces thématiques, et puis on réfléchira ensemble. Donc, on va préciser nos axes sur l'immigration, on va essayer de travailler davantage sur les pratiques pédagogiques discriminantes. Sur les droits, on va essayer de travailler justement sur le couple droit et devoir, puisqu'ils nous ont bien montré que c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un peu. Et puis sur le genre, on va essayer de travailler spécialement sur les discriminations sexuées. Donc en gros, cette future 5e phase va nous permettre de travailler davantage sur ces 3 formes cette thématique qui correspondent à 3 formes de discrimination. Et puis ça va nous permettre, de fait, de renforcer nos propres liens avec nos partenaires locaux, puisqu'ils seront associés à nous pour ce travail. Bien, alors rapidement, quelques conclusions provisoires sur les effets de ces échanges Nord-Sud. Donc on a essayé de faire ça de 3 points de vue pour les partenaires du Sud, qui ne sont malheureusement pas là pour en parler aujourd'hui, pour les étudiants du projet et pour nous, formateurs. Donc pour les partenaires du Sud, on en saura plus à la fin de la phase 5, mais pour l'instant, ce que l'on peut déjà dire, parce qu'on a fait quand même des bilans avec eux, c'est qu'il y a une prise de conscience des décalages culturels qui a été un petit peu approfondie et une volonté forte de réciprocité. Donc pour la réciprocité, on vous en a parlé, donc ça je ne reviens pas dessus. Pour la prise de conscience des décalages culturels, donc ceux qui ont réellement été reconnus, travaillés et justifiés également, c'est les décalages sur les droits de l'enfant et les droits des femmes, hein, qui ont été justifiés par des spécificités culturelles, hein, par la Charte africaine des droits de l'enfant, par le fait que le couple africain tient plus sur la complémentarité homme-femme que sur l'égalité. Il y a eu aussi un travail d'explicitation sur le décalage dans la hiérarchie des normes, hein, c'est-à-dire que assez souvent on disait mais la loi quand même, la loi dit ça, et ce qui nous était rétorqué c'est oui, mais c'est pas la loi qui décide, c'est pas la loi républicaine qui est la plus importante, c'est la loi coutumière. Donc il y avait un peu une inversion de la hiérarchie des normes par rapport à la manière dont nous on concevait le système. Et on peut se demander si vraiment la loi républicaine chez eux, c'est pas juste, pas la leur, quoi, juste la nôtre. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas tellement utile au-dessus. Et puis il y avait, bon, bien sûr, de la discussion et de l'explicitation sur les décalages, mais aussi de la reconnaissance de problèmes communs sur les difficultés socio-économiques, sur les problèmes de la jeunesse en perte de repères, un peu dans les deux contextes, sur les violences conjugales. On a trouvé des bonnes similarités, on a montré que chez nous aussi les femmes mouraient de violences conjugales, ce qui n'était pas forcément clair au départ. Voilà. Alors aussi le bilan provisoire pour les étudiants du projet. On peut dire qu'ils ont pris également conscience de ces mêmes décalages culturels dont Caroline vient vous parler, donc droits d'enfants, droits des femmes, que ça chez eux crée un certain malaise à un moment. Ils ont aussi pris conscience d'un décalage plus général sur la posture relationnelle de l'enseignant et sur ses stratégies pédagogiques, avec
peut-être un système d'autorité bâti différemment que chez nous, des stratégies pédagogiques beaucoup plus modélisantes, à part évidemment dans l'école Freinet, et puis avec une uniformité, enfin, etc. Mais au-delà de ces prises de conscience, il y a eu surtout un travail de mise en compréhension. Et ça a été intéressant puisqu'il y avait la prise en compte de la culture sénégalaise avec les devoirs envers les aînés, qui est quelque chose d'important, l'importance de la religion, surtout sur le rôle des genres, etc. La compréhension aussi liée aux conditions d'enseignement, ils ont quand même des effectifs qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Nos étudiants ont quand même fait à 2 voix classe à 70 élèves, donc ça les a un peu étonnés. Et puis le français donc étant une langue seconde et qui est qu'une langue de scolarisation, donc aussi cette difficulté-là. Et enfin, un système de formation aussi qui recrute beaucoup entre BEPC et bac, venant de plus en plus à niveau bac, mais quand même qui fait que peut-être il y a aussi un attendu des formateurs à un travail très, très formaté. Donc ce projet a permis de vivre à travers cette confrontation à une autre culture la dualité constitutive de l'éducation qui est en tension entre transmission d'héritage et émancipation. Alors pour les étudiants, je vous disais que finalement leur réflexion effectivement au cours du voyage s'est complexifiée. Déjà, on a mentionné les droits de l'homme, la question de l'université des droits de l'homme. Ça, c'est une question qui se sont posées. Après, ils se sont posés aussi différentes questions. Comment modifier les comportements face au poids de la tradition et de l'économie? Ça aussi, c'est pas si simple. Comment tenir les valeurs de l'école lorsque les parents les contestent? Et du coup, jusqu'où l'enseignant peut se permettre d'aller dans le cadre de l'école, donc un cadre formel avec la tension entre engagement et neutralité. Mais du coup, si on se dit qu'on prend en compte les spécificités culturelles, qu'on entend le contexte, etc., on va s'adapter à la culture et aux traditions. Et dans ce cas, est-ce que ça ne masque pas quand même un conservatisme qui entretient des inégalités et des relations de pouvoir au-delà desquelles il faudrait aller ? Alors, pour nous maintenant, formatrices et formateurs, voilà. Déjà, il nous est apparu que les compétences, on a travaillé énormément les compétences du référentiel enseignant. Donc la compétence 6, prendre en compte la diversité des élèves, c'est évident. Coopérer avec les parents et partenaires de l'école, parce que les questions socialement vives, effectivement, nous amènent à cela. Et aussi, peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que la prise en compte des inégalités socio-économiques, chez nous en tout cas, puisqu'on y a travaillé aussi chez nous dans le cadre du module Éducation sans frontières, elle est souvent masquée par l'ethnicisation, c'est-à-dire qu'on se dit c'est pas les difficultés sociales, c'est les difficultés culturelles. Et puis enfin, se former et innover, dans la mesure où on introduit des questions vives à l'école, c'était bien le cas. Mais on voudrait surtout insister sur la compétence 1, agir en fonctionnaire de l'État de façon éthique et responsable. Alors déjà parce que du coup on introduit ces QSV et donc la conflictualité au cœur de la classe, donc ça c'est intéressant. Pas facile mais intéressant, et puis aussi parce que du coup on travaille sur le positionnement professionnel avec ces tensions, transmission et émancipation et devoir de neutralité, engagement. Donc on peut dire que l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale pour nous s'avère être une entrée de choix dans la construction de la posture professionnelle enseignante. Il me reste 0 minute pour conclure. 1 minute 30 secondes. Allez, 30 secondes. Alors, donc la dernière diapo, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces différences mises à jour dans cet échange Nord-Sud? Alors, 3 choses. Du respect du différent, de l'enrichissement grâce à la différence et de la perplexité face au différent. Voilà. Comme j'ai que 30 secondes, vous avez le PowerPoint pour le lire tranquillement plus tard. Et que faire de ces points d'irréductibilité soulevés surtout? Nous, il nous a semblé qu'il valait mieux ne pas chercher un consensus, mais accepter la conflictualité, accepter d'approfondir les échanges, d'aller à la racine de ce qui définissait peut-être cette différence, tout en étant bien sûr respectueux, en garantissant l'altérité et la durabilité cette fois du lien, c'est la pérennité du lien dans l'échange. Voilà, et puis surtout de travailler en même temps les similarités et les différences, pas que l'un ou l'autre. Essayer de travailler les deux en même temps, pareil dans cette conflictualité. Maintenant l'épilogue.
Donc ce travail conduit à maintenir en tension 2 types d'enjeux, le développement, surtout le développement humain. oui, mais aussi normalement la durabilité environnementale. Mais je pense que vous avez remarqué que finalement, ça n'a pas été travaillé par nos étudiants. Mais parce qu'ils l'ont choisi comme ça et qu'ils pensaient sans doute que ce n'était pas des enjeux importants au Sud, en revenant, on peut vous dire qu'ils nous ont dit que finalement, ils s'étaient aperçus que c'était aussi un enjeu important au Sud et que pour les générations à venir qui prendront le relais de ce projet, ça sera sans doute réintégré, notamment sur la problématique de la gestion des déchets. Voilà, donc un truc de psychologue, hein, mais qui est partagé dans tous les projets de coopération, c'est que le fait de faire ces échanges, c'est pour travailler avant tout sur soi-même, sur ses points aveugles à soi. Et puis peut-être que la dernière chose qu'on avait envie de dire ici, c'est que ça nous invite aussi à repenser peut-être collectivement le bien commun au-delà des biens marchands, sur toutes ces questions vives qui sont des questions en fait d'humain et de société, beaucoup plus que des questions de marchandisation, d'économie ou d'environnement. Et en essayant aussi de se demander qu'est-ce que c'est l'humain, c'est-à-dire d'aller au-delà des droits de l'homme et de considérer aussi d'autres dimensions de l'humain que la satisfaction des besoins. Hein, peut-être qu'il y a des modèles un peu plus complexes aujourd'hui sur le plan philosophique, anthropologique, qui essaient de repenser l'homme autrement que comme une monade qui aurait des besoins à satisfaire. Moi, j'avais une question à vous poser. Si même c'était possible de satisfaire les besoins de chaque humain, est-ce qu'on aurait une belle humanité ? Merci beaucoup. C'est vraiment infiniment triste de vous arrêter sur... Heureusement qu'on a